1970, seulement 10 ans après son indépendance, la Côte d'Ivoire fait figure de locomotive économique en Afrique. Le développement spectaculaire de ce pays, encore mal connu au milieu du 19e siècle, fait désormais la fierté de l'Afrique. On parle même de miracle ivoirien. Aéroports, ports, diverses infrastructures de transport, système éducatif exemplaire, la Côte d'Ivoire des années 70 épate le monde entier. Les peuples de Côte d'Ivoire n'ont pas commencé à exister à partir de la colonisation comme d'aucuns le pensent. Mais la Côte d'Ivoire a enregistré ses premières entrées, du moins ce que les études archéologiques, écologiques ont démontré, historiques ont démontré. C'est un pays où, depuis déjà le néolithique, il y avait déjà trace de l'existence des hommes. À partir du 5e siècle après Jésus-Christ et à partir du 16e jusqu'au 18e siècle, on a découvert les coquillages qu'on appelle du nom commun coquilles dans la région de Tias-Salé qui était un carrefour des échanges commerciaux. À partir du XVIe siècle, les premiers occidentaux qui sont venus sur les terres ivoiriennes et qui ont gagné tout l'intérieur du pays étaient d'abord les Portugais. Et en 1889, une carte allemande a démontré qu'il y avait déjà des peuples qui existaient. On connaissait déjà les grands États qu'on appelait les États-cités, comme Bondoukou, comme Kong. La première pénétration française avec Gustave Berger a été par Kong et ensuite a gagné l'intérieur du pays avec les villes comme Assini, comme Grand Bassam. Et il y a eu 2 expéditions avec Gustave Berger où on a vu d'autres peuples et ensuite Berger est allé vers d'autres contrées hors de la Côte d'Ivoire telles que le Burkina, le Mali, le Haut-Niger comme il l'a dit. Il y a eu un livre qui est sorti, L'Afrique en noir et blanc, qui montre le passage de Berger en Côte d'Ivoire. Les peuples qu'on a trouvés, que les historiens ont trouvés, enfin dans leurs études, on dit être d'abord les premiers, ce sont les peuples d'An. Les peuples d'An, c'est-à-dire Yakuba, Ban, Gagou, qu'on a trouvés. Mais il y avait aussi les peuples sénoufos qui étaient là et au niveau du sud, les peuples lagunaires qui existaient déjà. Donc nous avons les peuples baoulés, le peuple Agni, le peuple sénoufo, le peuple Dan, qui font partie vraiment des premiers peuples que nous avons trouvés. Il y avait une organisation hiérarchisée qui était là. Donc Bondoukou était la capitale, Kong était une ville commerçante très florissante. Et donc, naturellement, les premiers Européens qui venaient là et descendaient à Tias-Salé pour les échanges commerciaux. Mais déjà, à partir du XVIe siècle, avant l'arrivée des Occidentaux, la communauté autochtone qui était là était aussi bien organisée. Et on va assister à des guerres tribales et vous avez trace de tous ces vestiges de ces premiers peuples qui existaient. Vous allez voir par exemple les armes de guerre qui ont une stylisation géométrique très très raffinée. Ce ne sont pas forcément des armes rustiques, mais ce sont des armes très très stylisées qui montrent que les artisans qui étaient sur place, les forgerons qui étaient sur place étaient déjà des artistes.
Avant de devenir colonie française en 1893, seules quelques localités de l'intérieur du pays comme Krinjabo, Bondoukou, Kong ou Tingrela sont délimitées sur cette carte de l'impérialisme allemand de la fin du 19e siècle. Certains peuples de ce territoire entretenaient déjà des relations avec les Européens sur les côtes et avec les Soudanais et les Almoravides au nord. En 1893, la Côte d'Ivoire est désormais une colonie française. Binger en est le premier gouverneur. La résistance des populations autochtones connaît des fortunes diverses, la collaboration ou la pacification militaire. Cette période marque aussi le début de l'école occidentale pour les fils d'indigènes. Quelques années plus tard, les premiers intellectuels formés à l'école occidentale entament le processus encore embryonnaire de l'indépendance. C'est l'ère des premiers écrivains, des courants de pensée, des organisations de travail, puis des luttes syndicales et indépendantistes, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Vous allez voir par exemple la pierre polie, la hache polie, la pierre taillée. Il y a trace aujourd'hui de l'esclavage, de la traite négrière. Les Occidentaux qui venaient donc, qui échangeaient les fusils, les céréales contre les esclaves. Et nous avons un fusil du XVIIIe siècle dans nos collections. Dans la région de Mandé du Sud, chez les Gouro par exemple, que nous avons trouvé aussi les pierres de Koïta Fla qui ont fait l'objet d'une étude par feu le professeur Niangorambois. Et donc nous avons ces pierres-là dont l'étude est toujours en cours pour pouvoir déterminer avec exactitude l'âge de ces pierres et leur fonction réelle dans la communauté, dans la société traditionnelle. Donc le musée a tous ces objets qu'il met à la disposition des populations ivoiriennes. Nous avons aussi les vestiges dans la région de l'Ozoa, aussi que nous avons au niveau du musée, qui sont des sortes d'ustensiles dans lesquels on mettait les aliments. Et donc nous avons trace de ces objets qui datent aussi du XVIIe siècle que nous avons aujourd'hui dans nos collections. Les collections du musée partent du XVIe siècle, mais avant le XVIe siècle, ça, ce sont les objets ethnographiques. Si nous remontons dans les objets archéologiques, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, le néolithique, jusqu'au XXe siècle. Les langues ivoiriennes se répartissent entre langue Kwa à l'est, langue Gour au nord, langue Mandé à l'ouest, langue Krou au sud-ouest. Toutefois, les langues ivoiriennes appartiennent au grand groupe du phylum Niger-Congo. Mais m'en pas mon chombre, Koblima mais m'en pas mon chombre, Koblima mais m'en pas mon chombre. Di keni ba mu o, e klebe wa le jole, e me kan wa le.
La langue est un instrument de communication qui est en vigueur dans une communauté linguistique donnée. La langue est le véhicule de la culture. La langue porte en elle le savoir-faire, le génie du peuple qui l'utilise. La langue, c'est l'instrument à partir duquel un peuple donné exalte sa connaissance, transmet sa connaissance. Regardez dans une société traditionnelle comme celle des Sénoufo, à travers le poro, il y a beaucoup de valeurs qui se concentrent autour du poro. Mais ces valeurs se transmettent d'une génération à une autre en s'appuyant sur la langue. L'académie du poro, si je puis ainsi m'exprimer, a pour support la langue Sénoufo qui transmet ce savoir de génération en génération. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Pour nous qui sommes dans une société à tradition orale, il faut comprendre que la langue constitue notre identité. Aucune langue n'est supérieure à une autre. Il ne faudrait pas croire que l'anglais, de par son audience, ou le français, de par sa grande audience, est supérieur au BT, à la langue BT, à la langue Agni, au malinké et les autres langues ivoiriennes. On a l'habitude d'entendre les uns et les autres dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 60 langues. Certains disent qu'il y a une soixantaine de langues. C'est à cette donnée que tout le monde se tient. Mais en réalité, 60 langues en Côte d'Ivoire, pour nous qui sommes linguistes, nous disons que oui, il peut exister 60 langues en Côte d'Ivoire, mais il peut exister plus que 60 langues en Côte d'Ivoire, mais peut-être aussi moins que 60 langues en Côte d'Ivoire. Quand nous le disons, nous fondons notre raisonnement sur le fait que la langue qui sert d'instrument de communication dans une communauté bien donnée est une entité vivante. La langue est une entité vivante. De ce point de vue, une langue naît sous la pression du besoin de communication, vit en subissant différentes mutations et meurt pour diverses raisons. La langue donc est dynamique. Aucune langue au monde n'est statique. Aucune langue au monde n'est figée. Toutes les langues du monde sont en perpétuel mouvement. Et de ce point de vue, nous disons que si en Côte d'Ivoire, en 1904, Maurice Delafosse a dit, à travers une étude, que nous avons 60 langues, de 1904 à 2015, il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées. Si nous savons que la langue est une entité dynamique qui naît, vit et meurt, sur l'échelle du temps, il y a eu des langues qui sont nées sous la pression des besoins, mais en même temps, il y a eu aussi des langues qui sont mortes. Une langue donc qui n'est pas transmise d'une génération à une autre est une langue qui est menacée d'extinction. Et parce que nous définissons une langue en danger comme étant une langue qui, pour diverses raisons, n'est plus transmise d'une génération à une autre. Dans toutes les branches, à tous les degrés de l'enseignement, la Côte d'Ivoire veut parvenir à la scolarisation totale de ses enfants, assurer la formation sur place de ses élites. Elle veut permettre à tous d'acquérir la culture de base indispensable à tout citoyen qui se veut à la hauteur de ses droits et de ses devoirs. Ambitieuse, la Côte d'Ivoire va très vite se lancer dans la course au développement. Ses leviers, l'éducation de base, l'encadrement des masses, les innovations technologiques et agricoles. Les sciences mathématiques sont encouragées et des écoles d'élite sont créées. La Corée a dépassé la Côte d'Ivoire parce que la Corée a fait beaucoup de mathématiques. Le premier pays mondial en mathématiques actuellement, c'est la Chine. Les États-Unis viennent en deuxième. Pourquoi? Parce que l'équipe des États-Unis est formée par des Chinois.
troisième, Taïwan. Ils évoluent parce qu'ils ont beaucoup de mathématiques en eux. Et ils ont pu exploiter les mathématiques. Les mathématiques telles que définies, c'est et puis thématique. La thématique est la conception sous forme de thème. Donc mathématique, ça veut dire c'est ma conception sous forme de thème. C'est la conception des êtres humains sous forme de thème. Donc il a plu au créateur de faire les choses pour qu'on puisse avoir notre thématique déjà définie par des formules ou bien par des systèmes. Donc ici, vous avez mathématiques. C'est pour ça que quand vous prenez le livre de mathématiques que vous avez pour vos enfants, de la 6e jusqu'en seconde, vous allez voir que dans la partie activité numérique qu'on a mis, tout a été créé par les nombres qui étaient le modèle exemplaire dans l'esprit du créateur. Ça veut dire que le créateur, avant de faire les choses, a fait par les nombres. C'est pour ça que vous avez les images qui sont numériques. Vous avez le son qui est numérique digital. Donc c'est des mathématiques qui sont appliquées pour redessiner tous les éléments. La preuve, quand vous ouvrez votre ordinateur, vous allez voir qu'il y a un 0 qui est tracé, un cercle qui se trace. En fait, c'est pour montrer la réflexivité. Celui qui est lui-même, celui qui définit tout par lui-même. Donc l'ordinateur nous rend compte du chiffre 0, qui est un chiffre extraordinaire, qui est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif, c'est-à-dire qui est dans le bien et dans le mal à la fois. 0 est multiple de tout nombre, ça semble bizarre, c'est la référence. En fait, pour ceux qui sont encore dans les notions de croyance, c'est le modèle du Dieu, c'est-à-dire de celui qui est lui-même, le tout-puissant qui est lui-même, qui n'est en dessous des personnes. Donc 0 ne peut pas être en dessous dans une fraction en dessous. 0 est toujours au numérateur, il est au-dessus, il est le multiple de tout nombre. Le professeur Saliou Touré avait voulu montrer aux Blancs qu'il y avait la possibilité de montrer que les Africains n'étaient pas des nuls en mathématiques, parce que c'est ce qu'on a failli nous faire croire, et principalement les Ivoiriens. Souvent, comme on ne voit pas les découvertes au dehors, on se dit peut-être qu'on ne trouve rien, on n'est pas fort, on n'est pas bien, tout vient des Blancs. C'est pas vrai. Et la preuve même, il y a certains qui ont fait même le bonheur. Quand vous allez partir voir des trucs de recherche à l'extérieur, vous allez voir que ce sont des Africains qui sont mêlés dans ces recherches-là et qui ont aidé. Malheureusement, dans leur propre pays, ils ne sont pas connus. Quand on était étudiant, on a pu avoir par exemple le professeur Bourgui Vincent, qui était un professeur de mécanique, mais un professeur émérite. Voilà, et qui a travaillé, dit-on même à la NASA, et pour même lancer les fusées, les gens avaient besoin de lui. Ça, c'est des références. Et il y a beaucoup d'autres comme ça dans certains domaines. Le domaine maritime, par exemple, il y a des commandants, il y a des gens qui ont fait des études à l'Université mondiale maritime qui sont là, qui connaissent leur métier, correctement et qui mettent au profit du pays. Par exemple, ici, en Côte d'Ivoire, le professeur Saliou Touré a été le président de l'Union mathématique africaine. Combien de jeunes savent ça? On ne sait pas trop. Aujourd'hui, le vice-président de l'Union mathématique africaine, c'est un Ivoirien. Le Issa Yatou des mathématiques, comme on peut le dire au niveau de la CAF des mathématiques, qui est les Olympiades de mathématiques, c'est l'inspecteur Traoré Souma. En 2009, déjà, en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique de mathématiques. En 2010, en match retour, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était encore championne d'Afrique de mathématiques. Et en 2010, le championnat du monde de mathématiques, la première fois que la Côte d'Ivoire participait, on a eu la médaille d'argent devant des grands pays. Il faut dire que c'est tous les pays du monde, hein, tous les grands pays. Actuellement, le premier pays en matière de mathématiques, c'est la Chine. Mais si la Côte d'Ivoire a réussi à avoir une médaille d'argent, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a beaucoup de mérite. Nous avons vu avec le concours Miss Mathématiques des filles qui sont allées dans les grandes universités en Europe et qui ont damé le pion aux Européens et qui ont été retenus malheureusement là-bas, mais qui viennent chaque fois en vacances pour pouvoir apporter leur expertise. Donc ça, c'est des choses à savoir pour qu'on ne puisse pas dire qu'on n'a pas apporté. Bien au contraire, il y a eu des choses, mais comme ce n'est pas en publicité, souvent on a l'impression que ça n'a pas été fait. Mais je crois qu'il faut pouvoir les faire connaître et puis demain, mettre les moyens, surtout mettre les moyens pour que les choses puissent se faire. Mais des fois, on attend que le gouvernement fasse. Mais s'il y a des sociétés libres, des sociétés anonymes qui peuvent apporter peut-être leur petit grain de sel en donnant peut-être 10 000, 15 000 pour pouvoir aider la recherche, je crois que c'est déjà bon. Beaucoup de jeunes vont pouvoir peut-être émerger dans ce domaine-là. Et là, qu'est-ce que disent encore des gens de physique, des gens de chimie? Voilà, il y a plein de professions en chimie, plein de professions en mathématiques, en physique, en électronique, plein d'ingénieurs qui sont des ingénieurs émérites, mais qui tapissent dans nos sociétés et qui, lorsqu'ils sont partis à la retraite, on ne les consulte même plus. De Madagascar jusqu'en Côte d'Ivoire, de Burundi à Djibouti, et tout cela, on se sont mis ensemble sous la direction et la supervision du professeur Saliou Touré pour qu'on puisse avoir un livre qui soit au programme dans tous les 20 pays d'Afrique qui parlent la langue française.
Alors ça, c'est un joyau. Ce n'est jamais fait dans une autre contrée ailleurs. Même en Amérique, ça n'a pas été fait. En Europe, ça n'a pas été fait. En Asie même, ça n'a pas été fait. Et c'est seulement en Afrique que des Africains ont pu penser et réussir ça. Un grand vivier qui est le domaine de la médecine, où la Côte d'Ivoire avait le plus grand nombre de professeurs agrégés. En pharmacie, éventuellement, ils ont fait de grandes choses. Ils appartiennent à des grandes sociétés savantes à travers le monde. Beaucoup d'innovations ont été faites en matière d'agriculture grâce au CNRA, qui est un groupe vraiment scientifique au sens vrai du terme, un centre de recherche véritable pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi, par exemple, le bureau, le BNET, par exemple, qui a fait des travaux en Guinée équatoriale. Ça veut dire qu'on a de la matière à revendre ailleurs. Et tous ces cerveaux-là sont passés avec les documents que les gens de la société mathématique ont pu faire. Si on veut parler de l'ère moderne à partir de l'institution de la République, nous sommes une très très jeune nation et je pense que quand on regarde les choses, l'évolution, il ne faut pas se le cacher, la Côte d'Ivoire quand même au niveau africain fait partie des pays avec lesquels on compte. Au niveau culturel, c'est un pays de l'offre. C'est reconnu aujourd'hui mondialement. Quand on remonte un peu plus loin dans la société traditionnelle, il y a aussi trace d'une organisation bien hiérarchisée, bien caractéristique des peuples qui ont vécu là et qui ont permis à la société de connaître un certain équilibre jusqu'à l'apparition des mécanismes modernes qui aujourd'hui ont apporté une sorte de bouleversement de la société traditionnelle. Mais il y a quand même une trace aujourd'hui parce qu'il y a des peuples comme les Sénoufos quand même qui gardent intactes, les peuples comme les Dans qui gardent encore intactes leurs valeurs traditionnelles. Le roi de Bandoukou a été à l'époque le plus puissant au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Et les Européens qui venaient étaient obligés de négocier avec lui parce qu'il était très craint et il était très respecté. Et la ville de Kong était une ville commerçante où vraiment on trouvait beaucoup de richesses. Donc c'était une ville très florissante et ça joue aussi un rôle économique très très important pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement Bassam qui a connu l'histoire avec la pénétration occidentale, mais il y a eu d'autres villes. Je parle de Kong, je parle de Bondoukou, je parle d'Assini et tout ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. Historiquement parlant, Kong a toujours existé. C'est une cité-État et c'est la première ville de la Côte d'Ivoire que le colonisateur a foulée. Et donc ça... je pense que jusque-là, je n'ai pas d'ailleurs même compris pourquoi est-ce que c'est resté un peu dans l'oubli jusque-là. Mais si aujourd'hui on essaie de réveiller, c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas trace de tous les vestiges en ce qui concerne notre histoire. Et si aujourd'hui on essaie de donner la part belle à ces villes-là qui le méritent, selon les richesses d'une région, on peut créer un musée. Pourquoi ne pas créer un musée du cacao, un musée du café ? Pourquoi ne pas créer un musée de la mer comme ça existe ailleurs? Pourquoi ne pas créer peut-être un musée des personnages historiques puisque ces personnages ont existé? Pourquoi ne pas créer un musée de la femme? Elles ont une part belle dans toutes les grandes décisions qui se prennent dans ce pays. Et la première gouvernance, c'était d'abord les femmes. Les trônes, c'était d'abord les femmes. Et les femmes les ont passés ensuite aux hommes à cause de l'accouchement, de l'éducation des enfants. Sinon, quand on regarde aujourd'hui la gouvernance avec les hommes, ça n'a pas commencé avec les hommes, mais dans tous les cas, les femmes sont toujours, leurs rôles sont liés aussi à la gouvernance, parce que dans le royaume, par exemple, Magny, ou dans les autres royaumes, quand on veut prendre le chef, on consulte les femmes. Et quand on veut prendre les grandes décisions, c'est les reines-mères qui sont là et qui donnent leur avis. Donc, pourquoi ne pas créer un musée de la femme? Et la jeunesse qui joue un rôle si important dans le pays. Et la musique aujourd'hui qui est devenue une industrie. Pourquoi ne pas créer tous ces musées?
William Wadé Harris, un Africain, entreprend une remarquable campagne d'évangélisation. De 1914 à 1915, il convertit au christianisme plus de 120 000 fidèles issus pour la plupart des populations côtières. Ça va? On va avec les en même temps? Oui. Pendant la guerre 39-45, il y avait 2 blancs qui venaient au village. Ce n'est pas en même temps, mais à période déterminée. Et l'un des blancs, était un Français, était pour l'administration coloniale. Il venait au village pour exiger ce qu'on appelle l'effort de guerre. C'est-à-dire qu'il faut que nos parents fournissent de l'huile de palme et du caoutchouc naturel aussi. Et il venait, et quand il arrive, il faut que tous les bras solides soient au champ pour accueillir des grains de palme, ou bien dans la forêt pour aller chercher du caoutchouc. Et ça nous faisait, nous les enfants, vraiment, les jeunes, ça nous quand même effrayait un peu avec ce gars qui ne tardait pas à donner le fouet à ceux qui étaient là comme à ne rien faire. Et après ce blanc aussi, il y a un autre blanc qui venait, c'était le missionnaire, le père avec sa barbe. De loin qu'il était en Corée, à sa rencontre pour prendre sa valise, chapelle, son fusil, et on l'accompagnait jusqu'à la case du village où il devait être logé. Et on restait avec lui. Et quand on lui donnait à manger, les œufs, omelettes, pain, il nous donnait toujours, et on était très contents. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est 2 hommes de même pays, même langue, ils viennent, il y a un qui nous aime, et un autre qui vient qui nous fait peur. Comme celui-là, on dit que c'est le Père, il est venu prêcher le Dieu qui est bon. Donc, ce qu'il nous dit là, moi, c'est quand je vais le faire. Salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes enfants remplis de vaillance t'ont ramené la liberté. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Il faut dire que le prêtre que je suis, quand nous faisons un travail, nous évoquons d'abord le Seigneur, de nous aider dans le travail que nous faisons. Bon, dis pas parce qu'on a dit au bon Dieu qu'on l'a invoqué, qu'immédiatement il vous donne la science de tout faire. Non, mais en tant que prêtre, je peux le faire sans prier le Seigneur. Et l'histoire de l'hymne, là, c'est en même temps simple et complexe. Le premier prêtre ivoirien, à la période de René Kwasi, a été ordonné le 1er mai 1934 à Dabou. C'est le premier Ivoirien à être prêtre. Jusque-là, il n'y avait pas. Et le 1er mai 1959, ça devait être 25 ans pour lui, le 25 ans de jubilé. Et pour fêter ce jubilé, nous, ces cadets dans le sacerdoce, nous qui le suivons, dans le chemin qu'il a choisi, a voulu quand même faire quelque chose. L'un d'entre nous, l'abbé Pierre-Michel Pango, qui est de ma promotion, va marquer le coup en introduisant, comment je peux m'exprimer ici, de manière africaine dans la messe. Parce que juste dans la messe, il y a ce qu'on appelle le chant grégorien, c'est en latin, et puis c'est l'harmonium pour accompagner. Il n'y avait que ça seulement. Il n'y a pas de tam-tam. Et Pango a voulu, à cette occasion pour la messe, composer une musique, un Kyrie, un Gloria, un Santos, un Agnus Dei,
toujours en langue latine, mais l'accompagnement sera africain, avec les instruments du pays. Et c'est ce qu'il a fait. Le président était là, il a écouté. À la sortie, avec la composition, ça lui paraissait quelque chose de nouveau, quoi. Il a demandé, et on a dit, voilà, c'est cet abbé-là, Pango, qui a composé cette pièce. Et après, moi, je me suis retiré pour faire les paroles. Mais comme vous venez de demander, je ne dis pas que Dieu m'a inspiré, mais comme tout ce que nous faisons en tant que prêtre, nous avons toujours recours au Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Et nos paroles, et la musique et les paroles, on est venu dire après que c'est ça qui a été retenu par le jury. L'homme même a été fait mathématiquement. La preuve, nous sommes symétriques par rapport à la verticale. C'est pour ça que dans le livre des 5e, vous allez trouver que pour donner la notion de symétrie, on a pris l'homme. Et on a pris par la verticale, on est descendu jusqu'à là. Vous avez 2 bras, 2 paumes là. Tout est symétrique. Vous avez, par rapport aux yeux, vous avez 2 yeux, 2 trous d'oreilles, vous avez 2 trous de nez, une seule bouche placée à l'horizontale. Pourquoi? Parce que la bouche, normalement, devait être une communication horizontale, c'est-à-dire pour pouvoir faire l'entente. Pas se frapper, pas se créer des problèmes, pas s'insulter, mais pouvoir s'entendre. C'est pour ça que c'est placé à l'horizontale pour une communication horizontale. Donc, on a tout en double. Donc, nous-mêmes, nous sommes une structure mathématique. On a 2 genoux, 2 pieds, 2 bras. On est symétrique même dans la disposition. Et pourquoi on en a 10 doigts par exemple? Parce que c'est ça qui nous permet de fabriquer les choses. Les lois sont faites à partir de 10. Parce que les chiffres là, il y en a 10. 0 jusqu'à 9, il y a 10 chiffres. Pour écrire 0, pour écrire 10, on écrit 1 et 0. Des 2 là dépend tout le reste. 1 et 0, 1 et 0. Donc en fait, dans le système des ordinateurs, le système qui est vraiment en place, c'est le 0 et 1. C'est le système binaire. Donc c'est les mêmes 10 là encore qui se retrouvent. Donc tout nous-mêmes, on est mathématique. Pour avoir un repère, on a un référentiel. Le référentiel, on le note toujours haut. Ça veut dire que la référence qui existe dans le monde, c'est la personne de Dieu. C'est le rond. Ou bien ceux qui ont d'autres notions, c'est la personne de celui qui est le créateur de ces choses-là, c'est le rond. Ensuite, vous avez les axes. On appelle ça la base cartésienne. Donc vous avez I, J et puis K. I, qui est l'injustice, qui est l'iniquité, qui est le mal, qui existe dans la nature auprès de nous. Vous avez la justice qui est verticale, avec un angle droit, c'est-à-dire qui est à la verticale, c'est droit, c'est la justice. Et puis vous avez le degré d'élévation. Donc si tu quittes l'injustice pour aller vers la justice, tu t'élèves. Si tu quittes la justice pour venir vers l'injustice, tu t'abaisses. Donc c'est des notions comme ça qu'on donne comme conseil aux enfants pour qu'ils puissent déjà comprendre que ce qui est autour de vous sont des notions mathématiques que vous devez apprendre. L'Institut de recherche mathématique est là depuis longtemps. Cet institut de recherche mathématique a gardé ces documents-là des mathématiques dans le contexte socio-culturel africain. Le jeu d'Awalé, par exemple, est un jeu mathématique. Donc, ils ont mathématisé, ils ont déjà mis dans des documents. À partir de la Côte d'Ivoire, on a fait des ramifications dans plusieurs pays. Par exemple, dans le livre de Terminal D, vous allez trouver, par exemple, le jeu de Tcha-Tcha Djirokome, qui est un jeu qui se pratique, comme on appelle au Bénin, mais qui est un jeu mathématique de probabilité et de dénombrement. Dans le système de respect, on a expliqué les règles de priorité dans la vie. Les règles de priorité, c'est quoi? On vous dit, dans une opération en ligne, l'élévation à une puissance est prioritaire sur la multiplication. La multiplication, c'est pour rendre beaucoup. Donc, c'est la multitude. L'élévation à une puissance, c'est l'élévation. Donc, on peut t'élever à une puissance politique. On peut t'élever à une puissance financière. On a beaucoup d'argent. On peut t'élever à une puissance esthétique. On est beau. Voilà, par exemple. On est peut-être élevé à une puissance, je pourrais dire, mystique, intellectuelle. Tout ça, ça existe. Par exemple, un élève qui est très fort, vous voyez que dès le moment où il arrive, ses autres camarades sont obligés de se mettre au respect. Et tout le monde veut venir vers lui pour venir apprendre. Voilà, il est élevé à une puissance intellectuelle. Celui qui a peut-être l'argent, c'est pour ça que souvent on est frustré dans nos familles. Quand on voit que celui qui a l'argent n'a pas encore donné la dernière décision, la décision n'est pas prise. Quand lui il vient qui dit le dernier mot, bon, moi je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça. On dit c'est pour lui là qui est bon, parce qu'il est élevé à une puissance financière. En réalité, seule une étude de terrain, une enquête de terrain pourra nous faire ressortir l'ensemble des langues
que la Côte d'Ivoire compte sur son territoire. Les langues qui naissent, qui vivent et meurent, c'est une réalité. Et donc, il faut faire très attention et ne pas rester dans cette position figée de 60 langues. Cela date de 1904. En 1964, Claude-Hélène Perrault, historienne, prenait pour la première fois une pinasse qui allait la conduire en pays éotilé. Partie d'Adiaké, la pinasse traverse la majestueuse lagune Abi, d'une superficie de 425 km², dont les eaux se mélangent à celles de l'Atlantique au niveau d'Assini. Les populations riveraines représentent près de 100 000 personnes. Parmi elles, des Nzima, des Essouma et environ 50 000 éotilés. Actuellement, ces îles inhabitées sont un lieu de pèlerinage pour les éotilés. En 1970, les villageois ont mené une campagne et les chefs de village ont signé une pétition pour que l'État protège la terre de leurs ancêtres. En 1974, ils ont obtenu gain de cause avec la création du parc national des îles éotilées. Aujourd'hui, leur grand souhait est la construction d'un musée à Ngaloa. L'identité culturelle, c'est aussi une langue. Et durant ces longues années de soumission aux Anis, la langue éotilée s'est perdue peu à peu. Le dernier locuteur de la langue éotilée, il ne reste que 6 personnes. Donc en symbiose, la communauté éotilée et les cadres éotilés se sont unis pour trouver le meilleur chemin pour préserver la langue. Et vous êtes vous-même éotilé, bien entendu. On nous a confié la mission, en tant que linguiste, de diriger cette œuvre de revitalisation. Aujourd'hui, Claude-Hélène est de retour en pays éotilé, apportant dans ses bagages un livre très attendu. Le tout premier ouvrage sur l'histoire des éotilés de Côte d'Ivoire. Le bétiné, plus connu sous le nom de éotilé, qui au niveau d'Adiaké, parce qu'il faut l'admettre, il y a 2 variétés, 2 variantes, mais la variante d'Adiaké est sur le point de disparaître. À Adiaké, nous avons dénombré moins de 10 personnes encore qui parlent le bétiné, c'est-à-dire l'éotilé de ce côté. Ce qui n'est pas le cas de la variété B, celle qui est parlée dans la sous-préfecture de Bassam avec les villages de Vitré 1 et Vitré 2. Aujourd'hui, les Souma, qui étaient parlés dans la région, dans la zone d'Assini, n'est plus parlé. Le Souma est une langue morte. A existé, mais aujourd'hui n'existe plus. Dans le nord du pays, à Korogo, vous avez une langue qu'on appelle le Djeri, qui n'existe plus, qui est une langue morte. Il n'y a rien qui a été fait pour qu'on retrouve les traces de ces langues mortes. Mais à côté de ces langues qui sont définitivement éteintes, il faut comprendre qu'il y a sur le chemin d'autres langues qui sont menacées d'extinction. Dans la région de Divo, vous avez les Ga, qui est aussi une langue quoi, comme le Otilé, qui est en danger. Vous avez un peu plus au nord des langues comme le Béret, qui est parlé dans la sous-préfecture de Tieningou, qui est une langue en danger. Vous avez un peu plus au nord, à l'est, dans la zone de Bouna, le Siti, qui est aussi une langue en danger. Et ainsi de suite, il y a beaucoup de langues qui sont en danger en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est de façon, j'allais dire, immédiate. Lorsque nous regardons dans le tableau, ce sont ces langues en danger que nous identifions dans un premier temps. Mais en réalité, selon les études que nous sommes en train de mener, et en fonction de certains critères qui sont établis par l'UNESCO, au nombre de 9 d'ailleurs, il faut comprendre que toutes les langues ivoiriennes même sont des langues en danger. Je ne le dis pas pour choquer les Ivoiriens, mais toutes les langues ivoiriennes sont des langues en danger. Seulement que le degré de mise en danger varie d'une langue à une autre. Les uns et les autres pensent, et même à tort, le critère
d'identification d'une langue en danger, c'est seulement le critère du nombre de locuteurs. Oui, c'est un critère parmi les 9 critères. Mais en réalité, à côté des 9 critères, il existe 8 autres critères d'identification des langues en danger. Voyez? Entre autres critères, nous pouvons relever le critère de la transmission de la langue d'une génération à une autre. Si nous tenons compte de ce critère de transmission de la langue d'une génération à une autre, nous comprenons aisément que toutes les langues ivoiriennes sont en danger. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit un phénomène d'urbanisation accélérée qui fait que la ville va au village. La ville est en train de partir dans les zones rurales. Tout le monde est en train de devenir, comme on le dit, entre griffes, d'adopter le comportement de blanc. Personne n'a envie de valoriser son patrimoine culturel. Tout le monde croit que pour avancer, pour être de son temps, il faut parler le français, il faut parler l'anglais. Oui, ce sont des exigences du développement. Mais à côté du fait qu'il faut parler le français et l'anglais, il faut comprendre que nos langues sont indispensables. Parce qu'avant de parler le français et l'anglais, il faut savoir qui tu es, d'où tu viens, avant d'embrasser le français et l'anglais. Le mot parenthèse même peut s'expliquer. On a parenthèse. Donc on dit aux enfants, les parents représentent la thèse de votre vie. Si vous voulez démarrer une vie correcte, prenez référence comme thèse de votre vie, vos parents. Donc il y a papa, il y a maman. Il y a maman, il y a papa. Pas de considération de position, parce que les deux ont le même rôle auprès de vous, qui est un système de protection d'abord. C'est pour ça qu'on dit dans le couple, l'ordre est important. Dans un couple, éventuellement, il faut le truc des parents. C'est pour ça que maintenant, on encourage les enfants à aller faire d'abord la dot. Il faut être reconnu par les parents avant de vous marier. Et dans le couple, il y a deux composantes. Il y a la composante X et la composante Y. Donc, vous avez le couple, parenthèse d'abord, X, point, virgule, Y. Par exemple, cette notation-là, on l'a vu tous les jours, mais ça sert à quoi? Ici, c'est l'interdisciplinarité qui prend le pas. Le X représente le chromosome X, qui est caractéristique de la femme. Le Y, c'est le chromosome Y, qui est caractéristique de l'homme quand on parle en SVT. Donc, ces deux éléments-là sont mis ensemble. D'abord, X, pour qu'il y ait couple, il faut qu'il y ait une femme. Donc X d'abord qui est la première composante. C'est pour ça que ceux qui sont dans les questions des croyants, les recommandations sont données pour que la femme soit d'abord soumise. La première recommandation est donnée à la femme, parce que c'est la femme qui est le début du foyer. Le premier élément, première composante X. Deuxième composante Y. Il y a un point au milieu pour dire que les deux sont séparés. L'homme a son identité, la femme a son identité. Mais la virgule est mise pour que les deux puissent s'accorder pour former une phrase. Première proposition X, virgule Y. Et celui qui donne l'ordre, c'est l'homme. Bon, c'est vrai que maintenant les lois nous changent beaucoup de choses, mais comme on le définit en mathématiques, chez les mathématiciens c'est déréglé. Dans un repère OIJ, on voit l'ordonné c'est Y, c'est-à-dire qui donne l'ordre, ordonné. Et l'autre c'est l'abscisse, c'est-à-dire qui est en bas, qui définit tout le reste à partir duquel on peut s'élever. Donc l'ordonné, ça permet d'élever l'élément. Donc la gestion du foyer, c'est la femme qui est la base, mais les recommandations sont données par l'homme. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est le chef. La notion mathématique est déjà incrustée dans l'homme, c'est la thématique des êtres humains. Donc ils ont ça en essence. Vous allez voir certains masques, simplement masques, mais vous allez voir la symétrie qui existe dans ces masques-là. Vous allez voir qu'ils ont fait une construction correcte. Voilà, mais c'est mathématique. Et ça veut dire que les mathématiques sont incrustées dans l'homme lui-même. Pendant que vous faites les mathématiques, vous apprenez en même temps l'éducation à respecter vos parents, thèse de votre vie, à gérer votre foyer en tenant compte du fait que la femme est la base et que vous devez donner des ordres, mais des ordres corrects en respectant la règle de l'art parce que vous êtes complémentaires pour pouvoir vous supporter. Je vous dis que la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Comment on le traduit dans le commun des mortels avec les enfants? C'est que vous devez savoir que si vous êtes dans une séparation qui est la soustraction, que la multitude des personnes sont contre votre séparation, éventuellement vous finissez par vous mettre ensemble. Si beaucoup de personnes sont contre votre association qui est l'addition, alors vous allez voir que vous allez commencer à vous haïr un peu, et puis arriver à un certain moment vous vous séparez. Donc c'est des choses à savoir. Et les mathématiciens avaient déjà ça inclus, mais parce que le Créateur a déjà inclus ça pour nous. Actuellement on parle de réconciliation, les mathématiciens avaient déjà réglé ce problème-là. On parle de réunion. Réunion. L'union, c'est comme un ion. Quand on écrit, c'est un ion. Un ion. Un ion qu'on réunit ensemble. Donc ça veut dire qu'il y avait une symbiose qui existait avant, qui a été cassée, et on réunit deux ensemble. C'est-à-dire qu'ils mettent ensemble ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils n'ont pas en commun. Ça, c'est la réunion de deux ensemble.
les Ivoiriens ne connaissent pas encore bien les cultures. S'il y avait cette connaissance, comme on le voit dans les pays occidentaux, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas de peuple plus culturel que les Occidentaux, puisque la culture, c'est aussi l'expression de vie, c'est aussi le comportement, c'est la bonne gouvernance. Et c'est pour ça que j'ai dit, si on connaissait vraiment sa culture, nos gouvernants n'allaient pas se donner tant de mal à faire de la sensibilisation un peu partout. Parce que c'est le monde lui-même qui accourait au musée, c'est le monde qui prendrait cette culture, c'est le monde qui le vivrait au quotidien. Quand on parle aujourd'hui de guerre, de coups d'État, de déstabilisation des régimes et tout, des institutions de la République, c'est parce qu'il y a une méconnaissance notoire de cet élément culturel qui fait la raison d'être d'un peuple. Notre identité, certainement qu'elle peut se trouver sur une pièce, mais notre identité, c'est l'ensemble de tout ce que nous avons vécu. Nous sommes le résultat de cette histoire rendue possible à travers la langue qui a permis aux personnes plus âgées que nous de nous transmettre ces valeurs identitaires que nous reflétons aujourd'hui en tant que membres de la communauté. On parle de mondialisation, on est d'accord, mais la mondialisation, chacun apporte ce qu'il a de spécifique pour enrichir le marché. Mais même qu'on va chercher pour les autres, il faut pouvoir rendre local, il faut localiser cela, il faut l'adapter à ce que tu es, à ton contexte de vie. Pour que ce que tu as pris de l'autre côté ait une coloration locale, ait une coloration propre à toi. De cette façon, personne ne pourra te l'arracher. Mais si nous copions et que nous collons, je ne suis pas sûr que cette greffe-là prenne toujours. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le processus de développement des États africains, bien souvent, nous allons chercher des choses, des modèles de développement que nous importons sans même chercher à les adapter à nos réalités, à notre savoir-faire, à notre savoir-être. Nous les plaquons et le résultat, bien souvent, est décevant. Personne ne peut atteindre les limites extrêmes du développement avec la langue de l'autre. Parce que dans un royaume, nul ne peut être plus royaliste que le roi. On ne peut pas être plus français que les Français eux-mêmes. Le français en tant que langue officielle, ça fait partie aujourd'hui de notre patrimoine. Nous sommes linguistes, nous croyons que si la volonté émane du peuple de travailler à ressurgir, à faire ressurgir sa langue, rien ne peut empêcher la ferveur de ce peuple de retrouver sa langue d'antan. Je vous donne pour exemple le cas de l'hébreu en Israël, qui était une langue morte. Mais quand ils ont décidé de se réapproprier l'hébreu, la langue hébreu, aujourd'hui les Juifs parlent l'hébreu. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire a eu vraiment cet honneur d'accueillir une exposition en 2010 venant d'Israël. Les objets sacrés du temple de Jérusalem, comme nous l'avions dit tantôt. Et c'est une exposition qui nous a aussi donné la possibilité de voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qu'on appelle les Danites, qui serait une émanation de la tribu Dan, des 12 tribus d'Israël. Le rabbin M. Rosenberg, qui était venu en son temps, accompagné du réalisateur juif David Zerman, a rencontré le peuple Dan de Côte d'Ivoire parce qu'il y a une étude depuis plus de 20 ans qui est menée avec le pasteur Dion, qui est l'historien des Danites, qui a écrit plusieurs ouvrages sur les similitudes entre le peuple Dan et le peuple d'Israël. Et ça a été l'occasion pour le rabbin Rosenfeld et David Zerman de se rendre dans les 18 montagnes pour rechercher vraiment les traces de cette appartenance au peuple hébraïque. Au niveau du nom, le nom Dan Yacouba, Dan, fils de Yacoub, et Yacoub en langue Dan veut dire Jacob, qui est vraiment du peuple d'Israël. Chez les Danites, on a aussi des rites semblables aux rites des Hébreux avant la destruction du premier temple, ou bien des rites cananéens ou assyriens. J'ai commencé à comparer les mots. Voilà. Et en hébreu, on dit Bereshit, mais chez nous, on dit Brassi.
Vous voyez, c'est presque les mêmes racines, les mêmes façons. Yahweh, on dit Yahweh. Donc, chez nous, Yahweh, c'est Yahweh. Hein? Adonai, Adodang. Alors, tout ça, j'ai commencé à étudier tout un panorama linguistique et avec l'hébreu ancien par rapport à notre langue. Je dis bien l'hébreu ancien parce que ça évolue. Alors, il y a plusieurs similitudes linguistiques comme ça, et il y a plusieurs similitudes culturelles. Et, par exemple, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire a un pagne dent que le rabbin a reconnu comme étant le pagne que le peuple dent, le peuple hébreu, porte en Israël. Beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste encore à faire parce que si on connaissait vraiment la valeur de ce patrimoine dont nous sommes naturellement les bénéficiaires, je crois que nos gouvernants n'auraient pas eu trop de peine à faire des campagnes de sensibilisation pour arriver à réaliser aujourd'hui le rêve du président de la République, qui est de faire de ce pays un grand pays, un pays émergent à l'horizon 2020. Aujourd'hui, plus d'un siècle après la colonisation et 50 ans après son indépendance, la Côte d'Ivoire peut offrir au monde entier le visage d'un pays résolument porté vers l'exploitation de ses richesses culturelles pour un développement total.